Nous avons le plaisir d'accueillir Didier Salah, qui, euh, qui a été, qui a fait de nombreuses interventions dans ce séminaire, dont il a été aussi co-responsable à un moment donné. Il est membre du comité, parmi les choses que fait Didier, il est membre du comité de rédaction de la revue, importante revue Hermès. Il est membre du laboratoire Vie Santé, était directeur du master sémétique et stratégie de l'Université de Limoges, secrétaire général de la FEDROL, la Fédération romane de sémétique. Il travaille surtout sur la sémétique de la communication et depuis pas mal d'années sur la sémétique des interactions homme-robot humanoïde. Il a été et il est à nouveau vice-président de l'Université de Limoges. Et le titre de son intervention d'aujourd'hui, c'est Les créations issues de l'intelligence artificielle générative relèvent-elles de l'art? Eh bien, on va voir sa réponse. Merci Didier, à toi la parole. Merci beaucoup, Juan. Merci beaucoup. Non, non, coupe le micro. Ah, je coupe le micro. Oui, parce que tu parles sur avec ce Merci beaucoup, Juan. Merci beaucoup, Maladou. Là, c'est toujours un plaisir de venir vous voir à Paris. Je viens plus souvent. Ce n'est pas dû au temps des Limoges qui fonctionne finalement très bien. Enfin, je défends mon territoire, donc on peut venir à Limoges sans problème. Très bien. Je te remercie aussi pour ta présentation, Juan. Alors, l'exposé que je vais présenter est en réalité un dialogue que j'ai eu avec Christian Champ, alors qui parlera certainement à la fin, mais pas tout de suite, euh, sur l'idée d'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui, très médiatisé. Ma question à chaque fois, lorsque j'interviens en sémiotique, moi je suis plutôt intéressé par des questions de méthodologie. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à un objet, mais qu'est cet objet-là? Autrement dit, si on imagine que cet objet donne lieu à des sémioses, mais qu'est-ce qu'on pointe précisément et qu'est-ce qu'on analyse précisément pour considérer cet objet comme étant un objet de sens? Et donc, ne connaissant pas réellement techniquement ce qu'est une intelligence artificielle, donc j'ai organisé un dialogue avec Christian, son psychologue, qui est expert alors il m'a dit expert UX, donc expérience utilisateur et intelligence artificielle. Et c'était un peu la restitution de cet entretien-là, de cette interaction que je vais présenter ici. L'idée est de comprendre en fait ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ici, on devrait parler en termes de sémiose, de quoi parle-t-on réellement? Quand je parlais, alors ceux qui sont spécialistes d'intelligence artificielle, je parlais des banalités, clairement. J'aborderai, en fait, je ferai des points sur ce qui peut être sémiotisable. Donc, ceux qui sont les très puristes de la sémiotique, ça risque aussi également d'apparaître comme des banalités. Parce que moi, ma question, c'est de savoir, au bout du compte, si on devait analyser, mais qu'est-ce qu'on analyse précisément, ou quels sont les constituants fondamentaux du discours, en fait, de l'intelligence artificielle, pourquoi ça pose problème. Voilà, donc c'est un peu ça le cadrage général de ce que j'ai envie de présenter tout de suite. Alors, je partirai enfin, nous partons avec, je ne sais pas du tout comment, j'arrive à le, voilà, ça va. Donc, nous partons de distinction de, Ah oui, oui, c'est bon. c'est ça, distinction de base pour formaliser le point de départ de l'hypothèse que nous allons défendre. Alors, une première chose à définir, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, est de faire la différence entre l'intelligence artificielle fondée sur des règles et l'autre plus populaire dont on parle ces dernières années, qu'on désigne sur le vocable d'IA générative. L'IA fondée sur les règles correspond communément aux algorithmes et programmes automatisant une prise de décision complexe par différents critères. Par exemple, Google, capable de répondre de manière mécanique à des conditions préétablies et à une règle introduite en entrée. Cette intelligence est conçue pour traiter de grandes quantités de données, identifier des modèles et prendre des décisions sur la base d'une logique prédéfinie. Le second type d'IA prend appui sur des réseaux de neurones artificiels.
Donc, ce sont des IA qui déploient de manière limitée une forme de biomimétisme fondée sur une reproduction sommaire des neurones humains. Ces réseaux de neurones ont la possibilité d'être entraînés et de retenir un certain nombre d'informations, donc par rétention de données, présentées sous forme de poids. En combinant une multitude de neurones répartis en réseau sur différentes couches, il est alors possible de les interroger pour parvenir à un résultat à partir d'une entrée. Donc, les IA génératives, justement, relèvent de ce second type d'IA. Alors, selon l'état de l'évolution des technologies, en réalité, il s'agit d'une révolution. Nous rappelons que pour les IA fondées sur les règles, en théorie, il est possible pour une personne humaine, à partir des règles posées dès le départ, d'en faire le tour et de comprendre tout le parcours de la décision. Cette IA est accessible, elle est explicable, mais elle ne crée jamais un nouveau contenu autrement que celui préexistant qu'on a demandé de produire. L'évolution des IA génératives vient du fait qu'on peut leur demander de combiner des informations pour parvenir à quelque chose de nouveau et d'inédit. Il est possible, évidemment, de poser la question de savoir si ce qui est produit est vraiment nouveau. Cela nous conduit à rappeler une statistique qui vient de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, on estime que pour 100% des innovations, en fait, 95% sont par combinaison. On peut créer quelque chose d'inédit, mais on ne crée pas quelque chose de foncièrement nouveau. C'est un assemblage d'éléments existants qu'on va recombiner d'une nouvelle façon. Il en est de même avec l'IA générative. Bien que cela soit normal qu'on se pose la question de savoir si c'est vraiment génératif ou pas. Alors, pour commencer à répondre à notre question initiale, nous pouvons poser qu'il y a un pan où on peut considérer la capacité de l'IA à générer des images ou des textes qui n'ont jamais existé sous la forme par laquelle il se présente. De ce point de vue, on peut dire qu'il s'agit d'une création. À la question de savoir qu'il y a créativité, la réponse est non. Il y a création, mais il n'y a pas de créativité consciente. La raison à cela se justifie par le fait qu'il n'est pas porteur d'une intention. L'intention vient forcément du prompt, c'est-à-dire une instruction ou une indication donnée à un système informatique pour lui dire quoi faire. C'est un peu ce que Jean-François avec son cheval sans tête, je ne sais pas comment comme ça. Donc, grâce au prompt, l'IA devient créatrice. À l'aide de prompts, on peut créer par exemple des vidéos plutôt que le site qui n'existe pas. Cela suppose à minima une dimension interprétative. Pour répondre, l'IA interprète le prompt et émet une ou plusieurs solutions. Cela est donc à mettre en lien avec le processus de création et même avec le processus de création artistique. Mais d'emblée, se pose une question subsidiaire. L'IA n'étant pas consciente, peut-on vraiment parler de créativité et de production artistique au sens propre? Si cela est le cas, alors à qui on attribue la paternité? Alors, lors de, je pense, du dernier séminaire, cette question avait été posée. Hein, les auteurs, les autoralités, je crois. C'était ça. Donc, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Un premier sujet consisterait ici à interroger la place de l'IA et du prompteur dans le processus de création. Car des œuvres artistiques produites par l'IA et reconnues légitimement comme telles existent, dont la plus médiatisée étant, tout le monde, vous la connaissez un tout petit peu tous, hein, étant Théâtre d'opéra spatial de Jason Allen via Midjourney, premier prix du concours de Colorado State Fair en 2022, en catégorie numérique, photographie manipulée numériquement. Mais il existe d'autres domaines, mais il en existe, pardon, dans d'autres domaines, la littérature, la musique, le dessin notamment. Dans ce cas précis, on le sait, le prompteur, c'est-à-dire la personne qui avait émis le prompt final, avait expliqué toute sa démarche. C'est Jason Allen. Elle parvint à son œuvre en appliquant de très très nombreuses itérations pour ajuster sa création artistique. Il est aussi possible, évidemment, de se demander si elle aurait pu peut-être aboutir seule, sans IA, au prix de nombreuses heures d'aller-retour et d'ajustement. Donc l'IA joue par son instantanéité. Ici, on comprend que le temps devient un argument, notamment pour une création sans IA.
Serait-elle arrivée au même résultat? Cette question invite à statuer sur la perspective au travers de laquelle il serait intéressant de considérer l'art. Selon le processus, l'art, selon l'intention, selon le résultat, ou les trois à la fois. Les questions à ces questions à l'évidence vont être subjectivement différentes. Il faut néanmoins les entendre. On peut y répondre en considérant un visiteur dans un musée qui voit un certain nombre d'œuvres d'art. Ces visiteurs ne vont pas forcément accéder à la pleine intention ni à la technicité qui ont conduit à l'œuvre qu'il est en train d'apprécier. Pour autant, cette œuvre peut susciter en lui, le visiteur, une émotion. Mais est-ce que cela suffit à qualifier cette œuvre d'œuvre ou non? Une telle question est bien évidemment antérieure aux IA génératives. Elle peut apparaître plus fortement aujourd'hui, d'autant plus que désormais les IA génératives permettent à tout un chacun de donner vie à des œuvres qui n'étaient auparavant que des prompts ou des visions imaginaires. C'est là que cela définit dans la notion d'œuvre d'art. Néanmoins, ce qu'on peut rappeler parmi les similarités, les différences entre l'IA et l'humain, c'est qu'à l'inverse de l'humain, l'IA générative ne s'est pas encore totalement innové de façon disruptive. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas encore demander à l'IA de produire quelque chose pour laquelle elle n'a jamais été entraînée, même s'il est possible de constater ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire des accidents dans les réponses. Un mécanisme qui n'est pas encore très bien élucidé, d'ailleurs, y compris chez les mathématiciens. Il s'agit de dire que l'IA n'est capable de se fonder que sur les données qu'on lui a apportées au préalable lors de sa phase d'entraînement et qui lui servent de base. La question à traiter sémiotiquement aurait trait à la nature de ces données ou de cette base de données. Le débat a un peu commencé tout à l'heure. Selon toute vraisemblance, en fait, elle présenterait tous les aspects de ce que les psychologues behavioristes, puis repris notamment par Gilbert Simondon, appellent un stimulus neutre. Mais que dans une perspective phénoménologique, nous sommes d'accord de désigner par le terme de neutre perceptif. En fait, ces données accessibles à l'IA ne sont telles que parce qu'elles sont étiquetées au préalable. On soumet à l'IA une banque d'images, excusez-moi, en les étiquetant. On entraîne l'IA en lui disant, par exemple, cette image est une image de type impressionniste qui comporte telle ou telle fleur, telle ou telle personne, tel ou tel motif. Petit à petit, les neurones d'IA vont intégrer quelles sont les zones de l'image qui portait des fleurs, des personnages, le style de couleur adapté, le style de segmentation récurrent, etc. À ce stade, ces données ne sont pas encore actives. Elles sont juste sensibilisées pour des usages ultérieurs possibles, dont on ne peut pas encore imaginer les finalités. Elles sont disponibles, mais elles n'engagent pas de réaction nécessaire. On active ces données par la suite en formulant des demandes à l'IA générative dans un prompt. Non pas forcément pour obtenir les mêmes choses, encore moins dans le même ordre, ou pour les mêmes finalités. L'IA y parviendra une fois qu'elle aura interprété le prompt. La réponse qu'elle formulera correspondra à ces données d'entraînement. Autrement dit, même s'il y a création, il est techniquement possible d'expliquer de façon rétroactive. J'ai mis tout à l'heure la notion de rétrogradation. Rétropropagation. Voilà, dont vous parlez tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, c'est ça. Rétropropagation, c'était un terme que je ne connaissais pas, que j'avais intégré. Voilà. Voilà. Donc, comment on dit, même s'il y a création, il est techniquement possible d'expliquer de façon rétroactive le processus qui y a conduit. Les données intégrées contribuent alors à ce qu'on pourrait considérer comme un changement réversible. Elles sont convoquées dans une nouvelle configuration, mais en conservant les stimuli par lesquels elles ont été sensibilisées lors de la phase d'entraînement de l'IA. Par le prompt, on attend une reproduction conforme à l'entraînement dont l'IA a été l'objet préalablement, même si, encore une fois, des distorsions ne sont pas impossibles, ce qu'on appelle des hallucinations. Je crois que lorsque tu poses ta question tout à l'heure, Jean-François, sur le... C'est pas la question que tu n'as pas reçu de réponse, c'est exactement ce qui se passe. Elle n'a pas été entraînée à cela, donc elle ne fait pas grand-chose. Donc, tout débute
par la génération initiale d'une image aléatoire, bruitée, qui sera enfin affinée itérativement, c'est-à-dire débruitée de certaine manière, suivant les modèles appris durant l'entraînement, faisant donc émerger une image correspondant au prompt. Le point de différence avec l'humain est que l'humain est capable de cette dureté dont je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est capable à tout moment d'inventer de nouvelles connaissances sur la base de ce qu'une topique est supposée contenir, même si cette topique n'a pas été programmée de cette manière. Voilà. L'humain est capable de paradoxes, c'est aussi un mot que j'ai entendu tout à l'heure, c'est ce qui lui permet d'inventer de nouvelles connaissances, et c'est un peu ce que Landowski appelle l'ajustement, ou le risque pur. Voilà, c'est dans son modèle des interactions, ou que j'appelle, moi, dans une autre recherche, le mode mineur du sens. C'était un article que j'ai publié notamment dans les hommages à Jacques Montagnier. L'humain peut prendre appui sur quelque chose d'extérieur à ses connaissances, et à partir de cela, créer des choses nouvelles. Alors, j'en expose dans la formule, hein, dans un article dans la publication de Denis et Yvan, je crois, sur les hommages à Jacques Montagnier, dont je reprends ce que je dis. En fait, tout part d'une topique, okay, manifestée suivant un niveau d'immanence spécifique. C'est une forme in situ possédant de sa propre substance. Cette topique, du fait d'une problématique particulière, est remaniée et introduisant ainsi de fait une zone de contingence démultiplicatrice. La résolution de cette zone de contingence a pour effet l'instauration d'une nouvelle substance, dont le propagatrice dont on parlait tout à l'heure, je crois, ou d'une nouvelle topique, avec pour conséquence une mise en minorité de la première. La topique est affaiblie, ce qui permet de faire émerger une singularité. C'est bien que tu reçoives Ganassia, c'est son terme clé, la leçon de singularité. Je pense qu'il en parlera. L'effet de paradoxe est obtenu dans la mesure où cette résolution implique deux plans d'immanence qui ne peuvent coïncider. Nous aurons le schéma donc, que vous voyez là sur l'écran. Donc, il y a une topique, une problématique, une zone de contingence, il y a un paradoxe, et ensuite, il y a une résolution qui crée autre chose qui n'était pas prévue, qui n'était pas prévisible dans la topique, notamment. Voilà. À l'inverse de la production réversible, la production à laquelle on aboutit à ce moment est alors le fait d'un changement non réversible. Ça, un peu la différence entre l'IA et l'humain. Non, il y a d'un côté un changement réversible, l'IA, un changement non réversible. De connaissances à disposition, on crée non pas quelque chose qui s'inscrit dans une permanence, mais juste quelque chose de divers, comme une variante perceptive. Alors, mais un tel sujet n'est pas plus compliqué à traiter, il me semble. Une des raisons principales est tout simplement qu'à l'inverse de l'IA, toute production humaine est liée à la corporation, à ce que Merleau-Ponty appelle l'incorporation. C'est-à-dire c'est la capacité de disposer d'un corps et de pouvoir à la fois posséder un esprit, d'un corps et de pouvoir à la fois raisonner par rapport à tous les capteurs dont dispose l'être humain en tant qu'être biologique, notamment les premiers, ce sont les cinq sens. La corporation est ce qui permet à l'humain de capter l'information de plusieurs manières et de pouvoir l'intégrer sous des régimes combinés. Bien évidemment, comme permanence, mais aussi comme simple aléa sensitif dont on ne peut pas dire grand-chose. Alors, dit plus clairement, le corps phénoménal n'est pas constitué d'une addition de champs sensoriels séparés, correspondant à autant de sens distincts. Il résulte de l'intégration de ces champs à une totalité indivisible. La perspective que Merleau-Ponty développe alors de ce point de vue est celui de l'intersensualité. Le modèle d'incorporation est alors celui qui abandonne toute inféodation à une physiologie atomiste. Vous voyez très bien la différence avec l'IA, à toute physiologie atomiste. Nous précise notamment Claude Ramonot, qui est un commentateur très, très avisé de Merleau-Ponty. Mais bien au contraire, donc, le modèle d'incorporation conduit à s'en affranchir pour demeurer au plus près des phénomènes. C'est très intéressant, l'exemple qu'il prend, Ramonot dit, on peut voir, donc, avec les yeux, la rigidité et la fragilité du verre. Et quand il se brise avec un son cristallin, ce son est porté par le verre visible. On voit l'élasticité de l'acier,
la ductilité de l'acier durci, la dureté de la lame dans un rabot, la mollesse des copeaux. En somme, il n'y a pas chez le sujet normal une expérience tactile et une expérience visuelle. On voit la dureté de l'acier. Voilà, on peut toucher, on peut tester, mais on peut voir la structure de l'acier. Voilà. Mais c'est une expérience intégrale où il est impossible de doser les différents apports sensoriels. C'est ce dont l'IA n'est pas capable. L'IA n'a pas de corporalité, elle n'acquiert que les informations qu'on lui donne, et c'est pour cela aussi que cela crée des biais. C'est donc un deuxième sujet que nous pouvons prendre en considération pour interroger encore un peu plus spécifiquement la part créatrice de l'IA. Avec l'IA, nous sommes face à une technologie qui n'est pas totalement cernée dans sa compréhension et dans sa réalisation, mais qui est en capacité de produire instantanément des formes qu'une personne humaine serait capable de produire avec des méthodes alternatives, mais avec la contribution d'un travail très long. Il faudra donc impliquer une multitude de tâches de manière atomiste. La question est que peut-on légitimer ou qualifier comme œuvre ou comme œuvre d'art? Non, peut-on qualifier, pardon, la question est, peut-on légitimer ou qualifier comme œuvre ou comme œuvre d'art ce qu'une IA produit suite à un prompt? Et à ce moment-là, que légitime-t-on? Que qualifie-t-on? Voilà. Le travail qui a été réalisé, les outils utilisés, l'intention ou l'interprétation des personnes qui la reconnaissent comme telle, comme œuvre. Car en effet, ce qui est intéressant avec une œuvre d'art, une œuvre de façon globale, par exemple un tableau ou une peinture, c'est que pour une personne qui apprécie une toile dans une galerie, par exemple, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se compose en deux dimensions. Elle, la personne peut passer autour, elle peut se déployer spatialement par rapport à telle toile pour en percevoir la taille, à travers les jets d'ombre, percevoir des reliefs, en déduire des coups de pinceau, le travail qui a été fait avec les différents outils de l'artiste. Toutes ces choses vont traduire les effets de corporalité au sein de cette œuvre. Mais on peut aussi dire la même chose d'une œuvre littéraire. Les conditions contextuelles, historiques, paratextuelles, certes, mais aussi la vie de l'auteur, ses œuvres ou ses activités anciennes, etc. C'est ainsi qu'il est possible d'accéder à la dimension interprétative de l'œuvre d'art et de pouvoir l'évaluer dans sa qualité esthétique, certes, mais aussi au travers ou alors dans le travail qui a été mené de façon implicite. Donc, cela apporte toujours quelques indications interprétatives. Donc, l'idée est de dire, y a-t-il un équivalent concernant une œuvre d'art produite par l'IA? Est-ce que si l'on entraîne une IA générative pour mettre en place cette intentionnalité, dire par exemple, je souhaite que ce pan du tableau, que sur ce pan du tableau, tu mets plus d'efforts et beaucoup de souffrance parce que c'est quelque chose de très fort, l'IA saura le reproduire. C'est ce que nous disent tous les mathématiciens, on peut tout demander à l'IA, l'IA sera le reproduire, après avoir évidemment été entraîné. Pour autant, est-ce qu'une personne va percevoir cela dans cette dimension interprétative? Est-ce qu'on va percevoir cette corporalité-là? C'est possible ou c'est pas possible? Je ne sais pas du tout. Mais bien évidemment, on peut tester des personnes face à une œuvre en leur disant, on vous demande de dire s'il y a, qui de l'IA ou d'une personne humaine a produit cette œuvre et que ressentez-vous? Comment? Dites-nous ce que vous ressentez au travail qui a été mené. Et donc, c'est ici qu'interviendra évidemment toute la dimension subjective ou objective de la possession. On peut aussi envisager cette question du point de vue du prompteur, qui peut choisir d'intégrer dans tout son travail de réalisation au prompt et lui dire, bon, ce que je vous dit tout à l'heure, hein, je voudrais que les coups de pinceau soient particulièrement vifs à ces niveaux, là, parce que j'ai envie d'exprimer une souffrance, ou alors dans cette partie, je veux qu'il y ait de l'émerveillement, je veux des coups de pinceau très précis. Okay. Le prompteur peut bien le faire. À ce moment, il y a un travail qui est fait. La question est de savoir, s'agit-il encore de corporalité? À partir du moment où on délègue. C'est la question de la multiplication des instances dont Maria Jules a parlé tout à l'heure, et dont Jacques Fontanier parlait aussi la dernière fois. J'ai regardé la vidéo et je n'étais pas au séminaire, mais je l'ai regardé. Finalement, d'une instance à l'autre, en réalité, on change d'objet en fonction du changement d'autoralité. C'était ça, ça remarque à l'intervenant. La question donc est de savoir s'il s'agit encore de corporalité ou alors à qui en attribue la paternité directe. Le fait que le prompteur écrive ou décrive plutôt que de le faire lui-même, est-ce que cela change la donne? À mon avis, pas forcément.
puisque dans les arts numériques, c'est un travail en fait qui est déjà effectif. On peut utiliser une souris qui est une interface intermédiaire hein, pour déplacer un curseur, détourer une image. On utilise des choses qui sont facilitantes. Donc, pour faciliter, pour détourer l'image, hein, je viens de dire, on va utiliser des filtres qui sont préexistants. Donc, il y a énormément de médiums qui interviennent entre la personne créatrice et sa création. L'intégration de l'IA comme outil interroge l'art de deux manières. Certaines personnes vont y voir une fermeture et une tricherie, disant on n'a pas de contact direct avec les pigments, avec la peinture. Ou alors, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une interview de Jean-Christophe Ruffin, vous savez, l'écrivain, mais qui se plaignait en se disant mais la littérature produite par l'IA pose un problème. Parce que moi, j'étais un ancien ambassadeur, j'étais au plus près de la souffrance, et quand j'écris, c'est ce que je rends dans mon écriture. Voilà, aujourd'hui, des œuvres produites par l'IA produisent la même chose, mais ça me pose un problème. Et il est très malheureux dans cette interview-là, même ça se voit très physiquement. Voilà. Parce que lui, c'est ça, pour le peintre, il ne touche pas les pigments, il ne fait pas lui-même sa peinture. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire quoi? On a un sens en moins. Si on écoute les gens qui sont... En réalité, ce sens en moins va permettre d'exacerber d'autres sens. Et parce que l'expertise va être attribuée à autre chose. On peut aussi poser cela comme hypothèse. De l'IA, c'est la même chose parce que l'IA générative va interroger la notion d'art et permettre de développer tout un pan de l'art. C'est la même chose pour un narrateur. La dimension artistique se trouve dans le prompteur, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir décrire avec précision ce qu'on recherche et de pouvoir partager sa vision, c'est-à-dire l'image qu'on a uniquement dans sa tête. Nous parlons donc en effet d'une autre forme d'art, d'une autre forme de matérialisation qui va s'appuyer sur un outil qui est l'IA et qui est effectivement particulier et qu'il faut interroger pour décrire le travail en fait qui est fait derrière tout ça. La particularité des IA, c'est que comme elles sont entraînées sur les historiques artistiques, elles sont donc en capacité potentiellement de pouvoir générer n'importe quel type d'art préexistant. Donc, cela peut interroger, mais ce qui est recherché, c'est que ça puisse puisse engager le monde de questionnement pour les personnes, pour que les personnes ne se disent pas c'est pas de l'art rupestre, parce qu'on peut demander une IA pour produire de l'art rupestre et l'afficher comme tel. Sauf que si on indique que c'est en 2024, il y a quand même un problème. Voilà. On peut produire l'art rupestre tel quel en 2024, mais 2024. Donc, on peut accuser cela un peu en parlant de tromperie. C'est un peu ici le problème général, c'est l'inconvénient de la simulation. Quand on simule, on ment, forcément. Il y a toujours un indicateur et là pour le cas de l'art rupestre sur le temps. En revanche, si on légitime les arts générés par l'IA de façon déclarative et qu'il soit possible d'accéder aux processus qui y conduisent, la question de savoir comment les intégrer dans une catégorie artistique propre se pose différemment. C'est une des raisons qui a permis à ce que l'œuvre de Jason Allen, dont je parlais tout à l'heure, soit récompensée en 2022. En accédant à tout le processus qui a conduit, le jury a été capable de percevoir la totalité du travail intellectuel qui a été effectué pour y parvenir. Est-ce que cela signifie que tout le génie de cette œuvre est attribué au prompteur? Pas uniquement. Dans quelle mesure alors? Alors, précision quand même, l'IA générative, souvent, les IA utilisées ne sont pas uniques mais doubles. Si on prend Dali et Midjourney notamment, on a d'un côté une IA qui va générer une image, et de l'autre côté, les LLM, donc les Large Language Models. Okay. Le LLM est un modèle dont la fonction consiste à fragmenter les prompts pour produire des tokens, c'est-à-dire des unités de compréhension par la machine et rien que par elle. Et ces unités peuvent être de toute nature. C'est un peu une découverte. Quand je discutais avec les mathématiciens, c'est curieux de savoir ça. Pour des gens qui ont été éduqués à la syntaxe, aux unités syntaxiques de base, aux constructions immédiates, de Chomsky, etc. Okay. Alors, les tokens peuvent être de toute nature. Ça peut être des mots, des groupes de mots. Là, on est toujours encore dans nos affaires. Ça peut être des morceaux de mots dans nos affaires. Mais ça peut aussi être n'importe quoi. Un mathématicien me disait, mais lorsque les LLM fragmentent un mot comme bateau, ben, ils peuvent dire B et ensuite point et bateau. Ou alors bat et EAU. On ne sait pas pourquoi. Et là, comment on l'explique? Ils disent qu'ils ne savent pas comment on l'explique. Ça, c'est une des questions quand même qu'on aura à gérer. Donc, cela installe en fait un médium supplémentaire
parce que le prompt fourni ne devient opératoire que parce qu'il va être interprété selon un modèle de compréhension large du langage. C'est ce modèle qui interroge l'IA en elle-même pour ensuite générer une réponse créative. J'ai vu une parenthèse, la question de l'aléatoire, même ça. Quel est le fondement de l'aléatoire? Quand on dit aléatoire, on a quand même un modèle à la tête. On se dit quand même que c'est aléatoire parce que ce n'est pas dans les bonnes positions. Mais la question, c'est qu'est-ce qui n'est pas dans les bonnes positions? Si je fragmente bateau en BA, ensuite T, point, ensuite EAU, qu'est-ce qui n'est pas dans la bonne position? Je sais pas. C'est une des choses que les mathématiciens me disent, hein, en fait, les gens avec qui discutent. Donc, pour l'IA générative, il y a donc un médium disponible, mais qui est fragmentaire. Okay? Mais bon, au sens où les nouveaux romanciers ont utilisé la notion du fragment, en fait, c'était ça. Hein. Un des fondements du nouveau roman, ça a été de dire on part de la prévisibilité pour avoir une esthétique beaucoup plus fragmentaire. Ça me rappelle le roman La jalousie que j'ai étudié avec Jacques Montagnier, notamment lorsque j'étais en maîtrise. Ce n'est pas encore la maîtrise, pas le master, mais non, c'est le master. Mais... Voilà, on avait tout un cours là-dessus où on revenait sur cette question du fragment. Donc, pour l'IA, il y a donc un médium disponible, mais fragmentaire. De la même manière qu'un artiste et un auteur réalisera son œuvre selon un modèle de compréhension ou d'interprétation en fonction de sa toile, du cadre, du temps, de l'état d'âme, des pigments qu'il a à sa disposition, etc., etc. De son budget aussi, parce que le budget, ça, on découvre aussi la teneur de ce nombre d'art, notamment en peinture, dépendait du budget. Alors, l'IA peut aussi, c'est de la même manière, pour créer l'œuvre. Ensuite, on peut établir dans quelle mesure cette production relève ou non de tel ou tel prestige. Moi, je prends par exemple le cas de Van Gogh, il a été très reconnu dans les années, au fin du XIXe siècle, hein, parce qu'il avait un style qui était atypique. Dans la dimension artistique, mon idée, la dimension interprétative qu'il déployait a fait qu'il n'a pas été très reconnu à son époque, en dehors d'un secteur restreint de ses pairs. Pourquoi? Il me semble que c'est parce qu'on ne comprenait que très faiblement le fondement du médium auquel il recourait pour créer ses œuvres. Évidemment, on l'a compris après son décès, il est devenu, etc., dans les débuts des années, début du XXe siècle. Donc, il y a ici un médium qui effectue des choix invisibles, conscients ou inconscients, sophistiqués ou non, mais de manière fragmentaire. C'est ainsi qu'il est possible pour la même IA d'avoir un même prompt à des moments différents, mais de produire des réponses différentes. Mais pour deux IA, on peut aussi partir d'un même prompt et avoir des réponses sensiblement différentes. Donc, c'est un peu, voici un prompt, un astronaute se tient sur Jupiter et observe le Soleil se lever. Interface futuriste et perspective à la première personne, commandant de l'espace, géomètre et interface utilisateur UDRES. On a ça. Dali donne ça, Midjourney donne ça. On a tous les éléments structuraux du prompt, mais la réalisation est quand même différente parce qu'on ne sait pas à quel type de fragment, justement, ces IA ont eu au cours pour produire à ça, pour parvenir à ça. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, et en fait, il est donc clair que l'incorporation, par exemple, passe nécessairement aussi par un modèle de fragmentation. Mais cela veut dire quoi, fragmenter? Cela veut dire, pour moi, en fait, relever des saillances qu'il y a dans un prompt. Ce qui devient intéressant, c'est la réécriture de ces saillances. Et le même processus est visible dans l'art littéraire. J'ai une intention, j'écris un schéma, quand on parlait des écrivains, comme ça, j'écris un schéma, et de ces schémas, j'imagine une esquisse. Ensuite, à partir de ce schéma qui me donne des fragments, c'est-à-dire une base supposée par ce schéma, dont des tokens, dont la teneur est indéfinissable a priori, on ressort une production en la spatialisant, en les accumulant, etc. Or, et c'est mon hypothèse, des fragments, on ne peut ressortir que des saillances, car il est impossible d'en reconstituer la totalité. Comment on le sait? Ou alors, si on retient quelque chose, ce n'est jamais que ce qui est omis. C'est le point du fragment. Hein. On fragmente un verre, ça, ce qui ressort, c'est que parce que en fait, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire, et le reste, bon, le plus grand quantitativement, mais ne ressort pas. C'est la notion de fragment. Jean-François a parlé tout à l'heure de prégnance. Je pense qu'il y a certainement lieu de mettre les deux choses en parallèle. Donc, c'est ça la séance. Il est donc opportun de rappeler ici toute la difficulté que les informaticiens rencontrent encore
quand on leur demande de définir la nature du modèle LLM. Est-ce que ces modèles sont de nature syntaxique? Est-ce qu'ils sont de nature sémantique? Ça ne veut pas dire. Enfin, moi, je pense qu'ils sont taxiques, de toute façon. C'est-à-dire déjà sensibilisés à coup sûr, dans la mesure où les tokens sont destinés à être réinvestis dans un sens pour constituer des formes sémiotiques. Mais c'est là derrière la question. Qu'est-ce qui conduit à la production obtenue? Est-ce que ce sont les articulations entre les éléments ou alors est-ce que c'est la convergence des contenus? Les mathématiciens ne répondent pas à ça. Ils disent, non, c'est pas très bien. Ils disent, parfois, je vais poser la question en disant, mais c'est pas très bien. Il dit, il faut peut-être discuter avec les syntaxiciens. Ils disent, non, on fait la syntaxe. Il faut peut-être discuter avec les sémanticiens, mais on fait aussi la sémantique, on sait pas très bien. Donc, une manière de faire et de dire que parmi les modèles à disposition, certains alors, sont des propriétés privées, ce qui sera le modèle d'IA. Ce qui est intéressant, c'est à quel moment on a des détails sur le modèle utilisé. Donc, il y a les théories qui disent on sait le faire, on sait le produire à partir des règles. Néanmoins, en effet, au niveau de la subtilité syntaxique et sémantique, on ne sait pas quelle pondération est à l'œuvre. C'est toute la question des IA. On a des tokens, mais quelle pondération est à l'œuvre? Évidemment, on peut mener une série d'analyses et de tests pour savoir comment un simple terme substitué par un autre peut avoir une influence sur le résultat obtenu. Et à quel point le prompteur est acteur, et à quel point la technologie interrogée est sensible à ces variations sémantiques. C'est à la fois une forme d'apprentissage, mais c'est surtout un modèle d'interprétation et de compréhension. Voilà. On va surtout considérer que c'est une sorte de production assistée, certes, mais avec quelqu'un qui ajoute une interprétation supplémentaire pour produire. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'une personne humaine inscrite dans un processus pour créer une peinture, par exemple, peut se dire un jour, je veux faire comme si, donc j'ai décidé de changer complètement ce que j'ai fait hier. Mais l'IA le permet aussi, hein. C'est-à-dire que sur un certain nombre d'IA, le prompteur peut demander des modifications, demander à ajuster certains paramètres d'image. Donc, ce qui a été fait en 2022. L'artiste expliquait qu'il avait réalisé de nombreux prompts et d'ajustements pour finaliser son œuvre. Il parvint donc à son œuvre par une réalisation par incrémentation, ce qui avait été très bien perçu. Pour une œuvre, le travail d'ajustement peut être récurrent, c'est ce qui fait que certaines œuvres peuvent être plus ou moins complexes que d'autres. En général, c'est ce qu'on observe quand on scanne certaines peintures. On s'aperçoit qu'il y a des couches multiples qui correspondent à un travail d'élaboration. C'est ce qui en fait un ouvrage. Ou en littérature, quand on se penche sur les esquisses des auteurs. C'est aussi ce qui en fait un ouvrage. On peut aussi identifier ces marques dans une production réalisée par l'IA. On peut lui demander un style en particulier en disant, parmi les styles artistiques, je voudrais que tu me peignes comme ça comme une peinture de Monet. Donc l'IA va pouvoir le faire parce qu'elle va pouvoir choisir dans son réseau de neurones les informations qui ont été étiquetées comme relevant de Monet. De ce fait, le résultat va être capté, va être adapté en réponse au prompt. Alors, Monet étant décidé il y a longtemps, la question de l'appropriation intellectuelle est moins importante. Mais pour un auteur vivant, ça pose une question supplémentaire, donc du copyright des entités. La différence actuelle entre l'IA et la personne humaine, c'est que si je demande à une reproduction à l'IA, pour reproduire en fait les œuvres d'une personne qui existe, par exemple, si je demande à l'IA d'imiter le style J.K. Rowling, elle pourra le faire, mais sur la base des écrits de J.K., si vous voulez, J.K. Rowling, qui existe et dont elle a eu accès. Donc cela implique que si le dernier roman d'Harry Potter date de 2022, de 2000 par exemple, il ne pourra imiter son style que jusqu'aux années 2000, sur la base de ses écrits relus et édités. Mais il ne le peut que si, il ne le peut pas si le dernier style de J.K. Rowling a évolué. Là est vraiment la différence. On peut imiter ce qui est public, et pour un scope qui est limité dans le temps, comme pour n'importe quel artiste aussi. Mais l'artiste n'est pas dépossédé de sa capacité à évoluer et à disrupter, à changer de style, à essayer de nouvelles choses. Alors, ça peut poser des questions, hein, ça. Dans les faits, on peut demander à l'IA de produire l'œuvre de Monet en quelques secondes, et ce n'est pas différent d'un artiste qui déciderait de faire la même chose en se fondant sur le même projet. De ce point de vue, c'est des limitations. Voilà. La différence est que néanmoins, cela n'empêchera pas à l'artiste de développer son propre style, à l'artiste imitant.
développer son propre style avec des variations par la suite. Et de nombreux cas de ce type existent. Même en imitant, en trichant ou en reproduisant, l'artiste ne peut se couper de son incorporation. En réalité, cela renvoie par exemple à la problématique générale de la traduction au sens de Yuri Lotman, c'est-à-dire perçu comme un acte créatif qui nécessite une compréhension profonde des contextes culturels et des significations sous-jacentes. Alors, Lotman souligne que la traduction ne se limite pas à la langue, mais englobe également les éléments culturels, historiques et émotionnels, donc ce qui en fait un acte de médiation entre des éléments culturels, entre des mondes différents. En somme, pour Lotman, la traduction est un pont, une médiation entre les cultures, enrichissant ainsi notre compréhension mutuelle. Mais, je reviens, l'IA n'a pas de corporalité, c'est-à-dire la capacité effectivement à imiter et ensuite à créer son propre style. C'est ça le point. L'IA générative est capable de reproduire au mieux, mais cela ne va pas l'enrichir elle-même. Même s'il est possible de transformer en un nouveau prompt une production émise par l'IA générative elle-même. Or, on le sait désormais, une telle manière de faire conduit à terme à l'effondrement du modèle. C'est le modèle collapse. C'est-à-dire le fait de reprendre des résultats de l'IA comme des prompts et entraîne justement l'affaiblissement de cette IA. Alors, c'est-à-dire une situation où l'IA génératrice tournant sur elle-même finit par s'ajuster et par détecter les règles de contournement par apprentissage automatique. Ce qui l'a conduit petit à petit à converger ses créations vers les mêmes motifs. Donc, ce qui nuit à sa propre qualité générative initiale. Ce que nous entendons par ouvrage, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'investissement processuel effectivement pris en compte dans un acte de production. Autrement dit, pour une production artistique en l'occurrence, on ne légitime pas le résultat immédiat, mais on tente de cerner tout le processus de mise en place. C'est donc ici que la perspective de la traduction en tant qu'acte de médiation pour caractériser l'acte de reconfiguration des tokens, c'est-à-dire des séances, des saillances, pardon, prend tout son sens. Destiné à relever, c'est-à-dire à traduire ce qui est plus notable dans un phénomène, cet acte opère en réalité par omission successive ou par ellipse, pour parler comme Yvan Darrow. D'un prompt, on parvient à une production en se déchargeant de ce qui n'est pas nécessaire ou pertinent pour ne conserver que ce qui est jugé l'être. Peut-on dire qu'il est lieu ici de faire converger l'activité des réseaux de neurones de l'IA avec l'activité humaine? Sûrement. Si on prend deux modèles, d'IA, et qu'on les entraîne avec des peintures issues de deux cultures différentes, est-ce qu'avec le même prompt, on arrive à des résultats similaires ou différents? Est-ce qu'on va voir s'exacerber les différences de culture? Si le modèle est entraîné avec les deux, comment cela va-t-il se passer? Si le prompteur fait son prompt traduit en japonais, quelle sera la réponse, par exemple? Cela pose la question de la capacité de l'IA face à la fragmentation à sélectionner les bonnes pondérations. Comment fonctionnent les LLM? Je suis en train de finir ma expérience. Je suis essayé d'aller vite parce que. Alors, comment fonctionnent les LLM? Il y a un côté les LLM, les fragments, et de l'autre, les réseaux de neurones qui va comprendre le réseau de neurones qui va comprendre le contexte et interpréter l'image. La fragmentation conduit à des formes schématiques que les réseaux de neurones vont intégrer et cela produit des motifs d'appréciation par lesquels on arrive à produire une œuvre. La question est, quels sont les modèles qui permettent à l'IA générative d'observer dans le détail ce modèle de fragmentation? Il me semble ici qu'on arrive pour l'IA générative au point de rupture. Ce modèle ne peut opérer par rétroaction. Je reviens. Merci beaucoup sur ce terme que je trouve vraiment très bien. Ça, le prompteur peut en réalité parvenir à ces motifs d'appréciation pour ensuite injecter de nouveaux prompts si nécessaire. Le prompteur. Pour la personne qui produit une œuvre d'art, et c'est ma conclusion, il y a toujours un enrichissement dans la conception. J'entraîne ma psyché, mon esprit, dans la réalisation. Dans la réalisation, je vais réaliser quelque chose, je vais être satisfait ou insatisfait, et je vais recommencer. Dans la délivrance, je montre mon œuvre à des personnes qui vont l'apercevoir, qui vont l'apprécier, qui vont la juger. Au niveau de l'IA, la différence fondamentale, c'est qu'une fois que l'IA a généré quelque chose,
cela ne l'enrichit pas, sauf dans des circuits particuliers. L'IA générative va produire des images. Ces images vont en être la propriété, mais elles ne vont pas servir à enrichir le modèle. Versus l'artiste qui va produire des œuvres, même si c'est un faussaire, va progresser dans un domaine et ça va relever d'un enrichissement qui va le faire progresser. La question qui se pose est est-ce que le prompteur, au fur et à mesure qu'il fait faire des essais avec l'IA, développe une compétence d'esprit, une compétence intellectuelle ou de réalisation qui peut être comparable à une personne qui s'exerce directement sur l'objet, c'est-à-dire notamment avec ses pigments ou ses éléments pour la sculpture. Oui, assurément, mais rien que cette personne-là. Voilà. Alors, c'est un sujet, j'en ai presque fini, c'est un sujet que Tim Ingold traite. Alors, c'est très caricatural ce que je vais reprendre là, mais il me semble que c'est un peu ça, un des points sur lesquels on peut commencer à réfléchir un peu plus fortement. C'est un sujet que Tim Ingold traite déjà dans un autre domaine, lorsqu'il distingue pour le voyageur, le trajet et le transport. Vous savez, Tim Ingold a écrit un ouvrage sur la ligne. On va aller prendre la ligne. Donc, je vais simplement citer ce qu'il dit. Il distingue d'un côté le voyageur itinérant et de l'autre côté le voyageur le passager. Le voyageur itinérant qui suit un trajet est continuellement en mouvement. Il est à proprement parler son mouvement. L'itinérant se réalise sous la forme d'une ligne qui voyage. Le voyageur et sa ligne sont ici une seule et même chose. Cette ligne se développe à partir de son extrémité, tandis que le voyageur avance suivant un processus de croissance et de développement constant ou d'auto-renouvellement. Au fur et à mesure qu'il progresse, le voyageur itinérant doit subvenir à ses besoins matériels et se nourrir des perceptions en s'impliquant de manière active dans le territoire qui s'ouvre devant lui. Toujours en quête d'arbres fruitiers, de bons requins ou de larves d'insectes comestibles. Les feuilles, pour une Nouvelle-Papouasie, travaillent leur sentier en les transformant en couloirs d'instruction actifs. À moins d'avoir été beaucoup fréquentés, ces chemins sont parfois à peine perceptibles aux yeux de ceux qui ne les connaissent pas. Donc voilà ce qui semble, de mon point de vue, définir notre artiste. Cela traduit une présence, mais dont l'activité n'est pas réversible. C'est cela le trajet. Contrairement au trajet, le transport vise une destination. Il ne cherche pas à développer un mode de vie, mais à transporter d'un point à l'autre des hommes et des marchandises de telle façon que leur nature essentielle ne s'en trouve pas affectée. C'est ça notre intelligence artificielle. Certes, le voyageur itinérant se déplace aussi d'un endroit à l'autre, comme le marin qui va de port en port. Il doit de temps en temps s'arrêter pour se reposer et même revenir plusieurs fois dans le même refuge ou abri. Et chaque arrêt marque un moment de tension, comme lorsqu'on retient sa respiration. Plus il dure, moins il est supportable. L'itinérant n'a pas de destination finale, car quel que soit l'endroit où il se trouve, et tant que la vie continue, il peut toujours aller plus loin. En revanche, pour le passager, quand on transporte avec ses bagages, chaque destination est un terminus. Chaque port, un point où il revient dans un monde dont il a été temporellement exilé pendant qu'il était en transit. Voilà, c'était un peu mes hypothèses et mon point de vue sur la question de l'IA. Je voulais vraiment interroger, moi, les analysables de manière. C'est pour cela que je vous ai parlé de fragmentation, que je vous ai parlé de tokens, que je vous ai parlé de syntaxe, de sémantique. Et ce sont des choses, de mon point de vue, en fait, qui doivent certainement amener à reconfigurer, comme on le fait d'habitude en sémantique, à interroger, mais en fait, ce qui fait corpus. Voilà, c'est quelque chose qui m'importe le plus souvent, plutôt que, évidemment, on peut continuer à parler autour de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que fait corpus? Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai d'aller vite, mais c'est comme ça. Merci, Lydia. Merci, Didier. Moi, j'aimerais te poser une question à partir d'un mot que tu as utilisé à plusieurs reprises, qui est le mot réversibilité. Donc, je me demandais si toute la question, en fait, n'est pas une question justement de la possibilité de retracer, comme tu l'as montré, de la sorte de la profondeur temporelle de l'œuvre, de l'acte créatif. Et
Et à un moment donné, j'ai cru t'entendre que tu faisais presque cette distinction classique entre l'intention de l'auteur, l'intention de l'œuvre, l'intention du lecteur. Et c'est bon, là, et finalement, tu nous montrais que ce qu'on peut retracer, on peut retracer la profondeur temporelle de l'auteur. Oui. Comme tu disais, cette œuvre qui a eu un prix, etc., et qui a été justement, il y a eu un prix parce que le jury considérait qu'il avait montré justement ce parcours de la temporelle. Mais c'est toujours, est-ce que c'est la question, est-ce que ça ne concerne justement que l'intention de l'auteur, mais pas celle de l'œuvre. C'est que si je comprends bien dans tout ce que tu dis, avec l'intelligence artificielle, en t'écoutant citer Tim Ingold, on ne peut pas justement reconstruire la profondeur temporelle de l'œuvre en soi. Est-ce que c'est ça? Oui, enfin, oui, la notion d'intention de l'œuvre, non, mais je pense que lorsque je parle d'intention, ce qui m'amène à l'intention, c'est la question de la corporalité du prompteur. C'est la notion c'est ça. Je pense que on peut prêter des intentions à l'IA, mais je ne pense pas que ça fonctionne dans la mesure où l'IA n'a pas de corporéité ou de corporalité. En revanche, lorsqu'une œuvre est produite et que le producteur même de l'œuvre explique sa démarche, ce qu'on va retenir, effectivement, c'est l'investissement qui ont accompagné cette corporalité-là. Mais à ce moment-là, la paternité de l'œuvre va quand même d'abord au prompteur et non pas à l'IA. L'apport de l'IA, c'est sa capacité, et c'est ça que pour moi, c'est un peu une révélation, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui, c'est de dire, mais quelles sont les séances, quels sont les éléments, quels sont les constituants, comme dirait, les constituants fondamentaux, pour parler comme Chomsky, qui contribuent à ce qui ressort. Et ça, on ne sait pas encore. Et c'est un peu. Mais là, est-ce qu'on peut parler du génie de l'IA ou pas? Est-ce que la manière dont les formules mathématiques ont été composées, c'est un peu cela. J'ai dit tout à l'heure quand vous parlez on peut avoir. Il y a la beauté de la formule mathématique. Je pense que c'est aussi une réponse, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, accepter que les algorithmes ont une esthétique particulière. J'ai trouvé ça. J'étais très mauvais en mathématiques. Mais la manière dont vous l'avez présenté, j'ai l'ai trouvé très instructive. Et à mon avis, c'est peut-être un point de convergence entre les intelligences. C'est un peu pour prendre les mots d'Alexandre, tu parles des guerres de l'intelligence. Il y a des points de convergence entre la complexité algorithmique et l'intelligence humaine. Et comme on ne sait pas encore ce qui se passe, c'est peut-être ça le point. Quand tu parles de profondeur, c'est pas ça. Merci. Je voudrais revenir sur la question de la corporalité et notamment et aussi sur la question de la paternité. Bon, première question, les stimulus. Les stimuli. Certes, les chatbots Midjourney ne sont pas des robots, c'est-à-dire ils n'ont pas de capteurs. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas comment dire, réagir à l'environnement. C'est ce dont on va parler aussi à 17h15, la question de la corporalité des robots, des capteurs, des radars, etc. Mais il y a quand même, je n'irai pas jusqu'à dire que l'intelligence artificielle générative n'a pas de corporalité, parce que je considère que, premièrement, la base de données, c'est une base de données d'images qui est produite par des enregistrements, dans le cas de la photographie, dans des récréations de stimuli eus par des énonciateurs, singuliers ou pluriels. Nous sommes face quand même à des bases de données qui accumulent, qui recueillent tous les points de vue, tous les points de vue du monde, j'oserais dire. C'est-à-dire, ce sont toutes des énonciations, quand même perceptives, si nous pensons notamment à la photographie, mais non seulement. Donc, première couche corporelle, disons. Et deuxième couche corporelle, il ne faut pas oublier que les images sont étiquetées
ont été étiquetés, puis évidemment tout se fait aujourd'hui automatiquement, mais quand un observateur lambda étiquette les images, pour pouvoir les donner à la machine dans les moments de l'entraînement, là, c'est aussi la perception qui joue, c'est aussi la perception qui joue dans les jugements sémantiques, disons, de ce qui serait représenté. Donc, déjà, deux strates de corporalité, certainement, c'est une corporalité déléguée, on est bien d'accord, mais bon, on a toujours affaire avec la délégation quand même. Deuxième question, c'est la question de la paternité. Alors, moi, je pense que si on pense non pas à la peinture, mais si on pense à l'histoire de l'art contemporain, on a une manière de voir la paternité qui est un petit peu plus distribuée que lorsqu'on parle de peinture, parce que, certes, pensez à l'œuvre, aux œuvres de l'art brut, hein, les œuvres des handicapés, des fous, etc., etc. Là, certes, il y a quelqu'un qui effectivement dessine, mais puis qui est le père, disons, c'est les galeristes, c'est les collectionneurs, c'est la personne qui décide que c'est de l'art, etc., etc. Donc la paternité est tellement distribuée dans l'art contemporain, ne parlons pas de Jeff Koons qui travaille avec des centaines d'ingénieurs pour construire des chromatismes totalement nouveaux, inconnus, etc. Et ne parlons pas des arts des autres civilisations que la nôtre. Donc, bon, la paternité me paraît une question qui ne doit pas être simplifiée avec ni le génie, ni... Hein. Troisième question, et je m'arrête même si j'en ai plusieurs. Les prompts révisés. Je pense que tu n'en as pas parlé. Tu as discuté, disons, de la relation entre les prompteurs, son prompt et les résultats. Mais on le sait bien, on peut bien contrôler la révision du prompt dans les cas notamment des DAL-I. On peut voir que ce n'est pas notre prompt que la machine travaille, c'est un prompt révisé par la machine. Donc, médiation plus médiation, quel est le pouvoir effectivement du prompteur si en plus son prompt est révisé? Très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est la dernière question, pose la question de dont je faisais tout à l'heure, c'est la question de la fermentation. Comme réviser, c'est dès qu'il est mis en schéma, très clairement, comment on arrive à saisir ce qui a été décidé, ce qui a été jugé comme pertinent. On ne sait pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réponse est on ne sait pas. Mais je vais répondre sur la première question, sur la question de la corporalité. Là, effectivement, il va falloir, on peut s'entendre là-dessus. Je crois que ce que j'ai dit, c'est pour ça que je parle de neutre perceptif. Est-ce que le neutre, de mon point de vue, annule la question du corps, la part de la corporalité? C'est une délégation. C'est-à-dire que lorsqu'on dit sensibiliser, il y a une prise en charge, il y a une redéfinition qui installe justement ces nouveaux outils-là comme ayant un mode d'existence spécifique. Pour autant, ça n'entraîne pas la corporalité. Après, on peut discuter. Je pense que c'est un point de vue purement phénoménologique. Quand on retrouve d'ailleurs chez... C'est ça que moi j'aime bien la phénoménologie vue par Merleau-Ponty, qui reprend ça notamment très très bien. Donc ça, c'est peu... Et c'est la question de la base de données. Évidemment, les données sont étiquetées, sont sensibilisées. Pour autant, je ne pense pas que ça emporte. C'est un étiquetage. Et ça n'induit pas forcément la corporalité. Même si on peut imaginer qu'il y a une corporalité. Après, on peut débattre là-dessus, très clairement. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la paternité distribuée. Je pense que c'est même... Est-ce qu'on parle d'auteur? Est-ce qu'on parle de... Il faut que j'écoute encore un peu plus en détail le dernier séminaire qui a eu ici, qui a abordé ces questions-là très sérieusement. Mais j'ai bien aimé le point que Jacques Fontanier faisait pour justement caractériser ce que devenait l'objet à partir du moment où on change d'auteur. Est-ce que d'une paternité à l'autre, on a le même objet?
il me semble, bon, je vois que Jacques est là, c'était un peu son objection. D'une paternité à l'autre, on n'a pas le même objet. C'est-à-dire l'objet change en fonction des paternités. Enfin, l'objet change en fonction des paternités. Et bien, à ce moment que sont faits. Voilà un peu les réponses que je peux te donner qui sont, voilà, comme tu les perçois, qui ne sont pas très complètes, mais pour moi, ce sont des points de débat. Merci, merci. On a une question en ligne de Jacques et une question de Rosanna. Jacques? Je commence, non? Oui. Merci. Et Pierre aussi. Oui. Ah, Jean-Pierre, pardon. Donc, le troisième, Jean-Pierre. Merci, alors, si je commence. Oui, c'est bon? Alors, merci Didier, qui a fait un effort louable pour identifier un certain nombre de points critiques pour caractériser la création en matière d'intelligence artificielle générative. Mais moi, je voudrais faire une intervention plus générale, pas spécifiquement sur ce développement-là, mais sur la stratégie de recherche. Je pense que il y a bien un moment, il va falloir s'économiser dans la recherche compulsive des différences et des avantages respectifs de l'humain et de l'intelligence artificielle générative. Je veux dire par là qu'on ne peut pas indéfiniment travailler sur l'IAG en disant ça, l'humain sait mieux le faire, l'IAG sait mieux le faire, etc. Remarque triviale, mais ça a des conséquences non négligeables, parce que si on commence à s'interroger, par exemple, sur la manière dont l'IAG pose des questions sur la manière dont les humains fonctionnent, on risque de découvrir des choses. Je prends un seul exemple. On a parlé tout à l'heure d'inspiration et de coup de génie. Ça, c'était Jean-François. Mais que nous apprend l'IAG sur l'inspiration et le coup de génie? Je ne sais pas poser la question. Et si je recoupe avec l'observation de Jean tout à l'heure sur le caractère évidemment créatif de l'IAG en raison de l'immense capacité de navigation qu'elle offre, alors on pourrait dire que dans cette perspective, l'inspiration, c'est une brutale réduction de tout le champ des possibles qui donne une impression d'émergence. Alors évidemment que l'IAG ne peut pas nous donner cette impression, parce qu'on fait l'hypothèse, à juste titre, qu'elle dispose de la totalité des bases de données possibles. Et je crois qu'on continue à faire la comparaison entre IAG et humain avec une représentation du fonctionnement de l'humain qui, est certainement très réductrice, deux, pas assez documentée, et trois, probablement marquée par une certaine idéologie, notamment autour de la subjectivité. L'exemple qui a été pris tout à l'heure de la multiplicité des perceptions dans ton commentaire, Maria Giulia. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que notre perception multisensorielle d'ici et maintenant n'est pas totalement imprégnée de toutes les perceptions multisensorielles de toute l'humanité qui nous précède? Si on se pose la question dans ces termes-là, alors on voit bien que, en effet, on a quelques chemins à faire pour imiter l'IAG ou la rattraper dans ce domaine. Moi, puisqu'il a été question de Merleau-Ponty, j'ai été très frappé en lisant pour notre travail la prose du monde de Merleau-Ponty, où il arrive à expliquer que parce que celui qui perçoit le monde et en fait quelque chose de poétique, ou en tout cas d'artistique, a un corps, c'est parce qu'il a un corps qu'il s'inscrit à travers la multitude des perceptions corporelles dans l'immense tradition de la culture ou des cultures auxquelles il appartient. Alors, c'est très énigmatique, comme il ne le développe pas beaucoup, mais c'est exactement dans cette perspective. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'IAG qui a une multisensorialité extrêmement étendue, sauf que nous ne le savons pas.
Enfin, nous n'avons pas la capacité de navigation qui nous permet de renouer tous les éléments qui font que ce que nous sommes à un moment donné. Alors qu'avec l'IAG, oui, on a la possibilité. Voilà. C'est une remarque plutôt stratégique, à savoir que on apprendrait plus maintenant, je crois, en se posant la question de savoir comment l'IAG interroge le fonctionnement humain, plutôt que de faire le parallèle comparatif pour dire voilà, qui a la meilleure, qui a la plus longue, qui a la plus, etc., etc. Moi, je crois que quand on parle d'art, par exemple, hein, à toutes les étapes des grands courants esthétiques, la question qui se pose, c'est ce qui arrive, est-ce que c'est un tableau? Non, pas du tout, c'est pas un tableau. C'est du coloriage, c'est n'importe quoi. Et puis, bon, Bourdieu a fort bien documenté toutes ces transitions. Il y a un moment où ça devient un tableau légitime. Donc aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce que c'est de l'art ce que produit l'IAG? Ben non, pas du tout. Le vrai art, c'est ce qui se fait ici et là, etc. Il manque ça à l'IAG. Mais nous sommes dans une phase où quelque chose est à artistiser. Voilà. Et donc, moi, voilà, c'est juste dire, tactiquement ou stratégiquement, on devrait se poser de temps en temps les questions dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours été frappé quand on comparait l'humain et l'IAG par le fait qu'on avait une vision de la particularité humaine qui probablement résulte d'une restriction de champ considérable et d'une incapacité que nous avons à naviguer aussi bien dans l'humain que dans l'intelligence artificielle. Enfin, je suis d'accord. Vas-y. Oui, je suis d'accord avec ce point de vue. Effectivement, je pense que c'est la forme de mon argumentation qui donne l'impression que je pose une comparaison. Et précisément, je pense qu'il aurait peut-être fallu formuler la question de façon plus précise. C'est comment l'intelligence artificielle, en fait, interroge l'humain. C'est une question qui arrive là, mais à laquelle j'ai été vraiment confronté quand j'ai travaillé beaucoup sur la question de la robotique humanoïde. Je partais d'une affirmation qui était très péremptoire de Ishihiro, qui est, vous savez, le pape de la robotique humanoïde au Japon, qui disait qu'en fait, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on était encore à Syrie, hein, on a réussi à créer l'humain. Parce qu'il était à une logique effectivement comparative. Et je crois que la question de recherche, tu l'as promis très bien, c'est comment l'IA en fait, interroge l'humain. Il y a des choses à voir là-dessus. Mais je pense quand même que après ça, c'est une faiblesse peut-être de mes lectures aussi. L'axe phénoménologique, et notamment pas à la Husserl, mais à la Merleau-Ponty, qui remet le corps comme étant un peu un définisseur de sens, devient très important. Je pense que c'est un peu ça. C'est la question que j'ai formulée, que je fais ma réponse à Marajou là tout à l'heure sur le fait qu'il y a délégation. C'est-à-dire que la question du corps est quand même à interroger. C'est pas la même chose. Moi, je pense que ce soit la même chose d'un côté comme de l'autre. Mais la question que tu dis, je remarque que je prends totalement et qui est réelle, effectivement. Rossana et puis Jean-Pierre. Et puis on termine. Et on arrête. Merci Didier. Ce sera bref parce qu'une partie de la question a été déjà annoncée par Valérie Le Dessus par rapport à la question de la temporalité. Je me dis que peut-être quand on parle d'IA, on pourrait peut-être changer de mot, c'est-à-dire ne pas parler de temporalité, mais de parler de matérialité. Pourquoi? Parce que le mot même de corps est toujours lié à un sous-entendu, c'est-à-dire que le porteur du corps est donc dans une agentivité intentionnelle. Alors, quand on parle de corps, on ne pense jamais. Quand on parle du corps, on ne pense jamais au corps inerte, par exemple. C'est pas ça qui nous vient en esprit, c'est pas une roche qui est un corps, mais inerte. Alors, quand on parle de matérialité, on arrive à saisir la dimension donc, de la saisie des stimuli, donc la saisie automatique d'une forme qui est en même temps une saisie, mais aussi qui prépare la saisie prédictive. Parce que la sélection, comme tu l'as dit, par rapport aux tokens qui ont des natures très différentes, qui est, disons, entre ces deux moments de la saisie automatique et la saisie prédictive, il y a l'aléatoire. Mais cet aléatoire, si on utilise la notion de corporalité, il est bousillé, on n'arrive plus à le voir. Donc, à mon avis, c'est plutôt la notion de matérialité
Et donc, cette remise en question du matérialité spécifiquement numérique, c'est le numéro de CMN sur la question de matérialité numérique, voilà, où il y a des choses très intéressantes qui pourraient disons, nous faciliter la réflexion et qui nous permettrait un peu de, disons, dans le sens de ce que disait Jacques tout à l'heure, de nous défaire de cette idéologie du génie, parce que si on va voir l'idée de génie, c'est lié à générer, mais la génération dans les deux systèmes ne fonctionne pas de la même manière. Donc, si on reste vraiment très strictement lié au terme de générer, de génération, à travers, en passant par l'idée de maternité, ben voilà qu'à mon avis, quelque chose s'éclaircit. Et donc, voilà, c'était une réflexion qui était à la fois peut-être une invitation à nous remettre en question par rapport aux termes qu'on utilise pour ne pas avoir des second points de vue idéologiques et donc pas faire de projections. Absolument, voilà, oui, c'est mon point habituel de timidité à aller provoquer, à aller remettre en question des termes établis. Tu as raison, ta remarque, c'est la suite un peu de ce que Jacques disait. Dès qu'on change de perspective comparative, humain, versus, etc., à ce moment-là, on arrive sur des considérations comme ça, ce qui devra faire peut-être certainement l'objet d'une grosse sollicitude pour une voilà, réaction à celle du niveau qu'on m'a posé tout récemment. Ça va me Très bien, merci. Et une dernière question, Jean-Pierre. De faire quelques remarques. Peut-être que je m'intéresse beaucoup plus au problème de la traitement du langage en milieu artistique, mais problème de corps, très bien pris. D'accord, tout ce qui est technique, on garde d'accord, non, et il y a un autre problème très important, c'est que dans tous les traitements qui sont faits par là, il n'y a pas de sémantique. Or, l'homme, si on devait trouver une différence, l'homme va fonctionner à partir de messages. C'est compris dans le culturel avec des représentations, il va raisonner sur ces représentations sémantiques pour éventuellement reproduire d'autres émotions. Donc, le problème de sémantique est tout à fait important. Alors, évidemment, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est que la sémantique? Et moins encore. Le problème qui se posait à un moment donné, en modèle de langage, est-ce que c'est syntaxique ou est-ce que c'est sémantique? C'est tout à fait autre chose. C'est probabiliste et statistique. C'est certainement pas sémantique. Quant à la syntaxe, c'est une syntaxe rudimentaire proche d'un mot à regarder, mais par contre, un mot va correspondre à des vecteurs très nombreux d'autres mots associés plus ou moins probables. Donc finalement, c'est statistique ou probabiliste. Et ça, c'est tout à fait important. Il faudrait également, dans les discussions, peut-être distinguer de ce qui est base de données qui sont structurées et allocées, sur lesquelles vous travaillez, et les big data qui n'ont pratiquement pas de structure. Mais où l'apprentissage va fonctionner par multiples itérations pour trouver des choses qui vont être similaires, qui vont être semblables, sans travailler nécessairement sur des annotations. Je pense que sinon, on passe de l'un à l'autre, et notamment les tokens. Les tokens ne sont pas des unités de compréhension. Or, souvent, dans la présentation IA, on va dire le système comprend, le système a compris, vous-même vous l'avez employé, tout le monde. Or, il n'y a aucune compréhension, parce que la compréhension suppose une représentation sémantique et des représentations sémantiques. Par contre, il y a des traitements faits avec des millions et des millions de paramètres qui s'auto-ajustent par la ça, je suis totalement d'accord. Hein. Vous prenez les discussions que j'ai je suis pas mal avec des informaticiens et des mathématiciens qui reviennent, ceux qui sont là. Et un des points qui me pose problème, c'est souvent la question de mais statistiques de quoi? Ça, c'est ça mon problème.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comptabilise? C'est un des points. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des questions. En fait, c'est là que je pose quand même la question de la nature des tokens. Je pense que c'est quand même à un moment donné, il faudrait définir ce que c'est. C'est-à-dire le process qui fait qu'on élabore les tokens, il est probabiliste, il est statistique, mais quelle est la nature de ces choses-là? Je ne sais pas. Et ils me disent qu'ils ne savent pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où on a des productions terminales, il faut se poser la question de savoir quelle est la nature. Voilà. Merci. Oui, mais c'est ça, c'est le processus. Je comprends, mais ça, c'est le processus. Mais c'est quoi la nature? Ça, c'est bon, ça me pose encore un problème. Je ne sais pas encore. Merci Didier. Voilà, merci beaucoup. Merci Didier. Merci à tous. Oui, on vous remercie. Alors, premièrement, j'espère que aussi les personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi ce séminaire, resteront avec nous parce qu'on va, comme vous le savez, comme annoncé, faire la présentation du livre de Monsieur Jean-Gabriel Ganacha. On va prendre 5 minutes de pause et on vous demande d'être patient et de nous attendre 5 minutes pour que la salle puisse un peu se stabiliser. Je vous donne rendez-vous à ceux qui partent le 19 mars avec Marion Colablaise et Ruggero Geni. Et ceux qui restent sont bienvenus et dans 5 minutes, on commencera la présentation du livre. Ciao, ciao!